et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 6 décembre 2017 pour le cours d'Henri Laurence, Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. Aujourd'hui, comment faire passer un traité de paix avec l'Empire ottoman? Alors, la conférence de San Remo se tient du 19 au 26 avril 1920. Elle réunit les 6 puissances du commandement suprême allié, donc la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, le Japon et la Grèce. Les États-Unis sont présents sous forme d'observateurs. Faisal a refusé de venir, et une délégation arabe dirigée par Nouri Sarid Pacha, donc l'Irakien, celui qui va mener toute la politique irakienne pendant des décennies, est là, mais Nouri Sarid n'est pas admise aux délibérations. Alors, évidemment, une conférence interalliée, c'est un ordre tout à fait chargé, surtout en après-guerre. En ce qui concerne le Proche-Orient, il y aura 2 jours qui seront consacrés, les 24 et 25 avril 1920, et le motif de la réunion est la rédaction des articles du traité qui doit être conclu avec l'Empire ottoman. Ceci pour vous dire une fois pour toutes qu'il n'y a pas de traité de San Remo, ni d'accord de San Remo, ou quoi que ce soit, comme vous trouvez dans un certain nombre d'ouvrages, parce qu'ils n'ont pas regardé les documents. Vous n'avez sur San Remo que la rédaction des articles de ce qui deviendra le traité de Sèvres et les procès-verbaux de la Réunion. Et les procès-verbaux de chaque nation sont évidemment différents les uns des autres. J'ai eu l'occasion jadis de faire une publication comparant le procès-verbal français et le procès-verbal anglais. Je peux vous garantir que les différences sont phénoménales entre les 2 textes. Alors, dès le départ, il était clair, j'ai pu discuter, qu'il y aurait des mandats A, que l'un des mandats A irait aux Français et que l'autre irait à la Grande-Bretagne. Donc l'essentiel de la discussion de San Remo a porté sur l'interprétation de la déclaration Balfour. Les Français disant que puisque la déclaration Balfour respecte les droits civils et religieux des populations non juives, le protectorat catholique faisait partie des droits religieux de la population non juive de la Palestine, alors que, bien évidemment, les Britanniques et les Italiens ne voulaient pas entendre parler du protectorat catholique de la France. Du coup, les Français ont insisté sur la défense des droits politiques des populations non juives de Palestine, les Anglais répliquant qu'en anglais, ce qui est parfaitement faux, droit civil comprend droit politique. La mauvaise foi de Lord Curzon étant assez extraordinaire sur ce point. Et donc, les Français en ont tiré comme conclusion que les Britanniques avaient abandonné l'idée de faire une Palestine totalement juive. C'est en tout cas la conclusion qu'en tirera le représentant français Philippe Berthelot. Ça amènera donc à la rédaction des articles du traité de Sèvres, affirmant donc que la Syrie et la Mésopotamie devront être reconnus provisoirement comme États indépendants à condition de recevoir les conseils administratifs et des secours par un mandataire. Donc c'est la théorie du mandat. Les frontières ne sont toujours pas fixées définitivement à San Remo, ce sera l'objet des discussions suivantes. Pour la Palestine, en application de l'article 22, sera donc bien donné un mandat britannique sur la base de la déclaration de Balfour, et ensuite on reprend le texte de la dite déclaration avec une commission qui sera désignée
pour étudier les questions et réclamations concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règlement. Et donc on admet, ça c'est la principale décision, mais c'était acquis dès le départ, que la France aura un mandat sur la Syrie et la Grande-Bretagne un mandat sur la Mésopotamie et la Palestine. On admet pour la Palestine que ce sera de Dan à Beersheba et qu'il y aura continuité territoriale entre la Palestine mandataire et la Mésopotamie mandataire. Voilà ce qui s'est dit et décidé à San Remo, qui n'a pas encore complètement défini les cartes, mais qui a acté définitivement les mandats. C'est ça l'importance de San Remo. Alors, le problème, c'est comment faire passer un traité de paix avec l'Empire ottoman. Foch, qui représente ce qui s'appelle toujours le commandement interallié, a exigé 27 divisions pour faire le travail, c'est-à-dire une armée très considérable. Et évidemment, ni les Français ni les Anglais ne sont prêts à fournir 27 divisions pour imposer le traité à l'Empire ottoman. Clairement, même si on évoque la question d'un État arménien, on ne veut pas le dire, mais on n'a pas les moyens militaires de l'imposer, puisqu'on n'a pas les 27 divisions demandées par Foch. Donc on promet simplement de fournir quelques armements aux Arméniens, ce qui est une promesse assez vaine. Alors du coup, on botte en touche et on demande à Wilson un mandat américain sur l'Arménie. Vu l'état de Wilson, on risque pas grand-chose. Et on lui demande aussi de faire un arbitrage territorial entre un État arménien et l'État turc successeur de l'Empire ottoman. Et Wilson, qui aura dans l'intervalle à peu près récupéré, ou grande partie récupérée de son AVC, pourra donner une définition de frontière entre la Turquie et l'Arménie à la fin novembre 1920. Mais à cette date, comme nous le verrons, c'est un exercice purement académique. Alors, l'autre question académique, si on peut dire, abordée à San Remo, ça a été le Kurdistan. Il est plus possible de faire un État kurde regroupant l'Anatolie et le vilayet de Mossoul. Donc on se contente d'un État kurde en Anatolie, enfin plus exactement d'une autonomie pour les provinces kurdes anatoliennes, et au bout d'un an, les Kurdes auraient le droit de faire appel à la Société des Nations qui statuerait sur leur éventuelle indépendance. Le problème, c'est qu'on parle de provinces kurdes, mais on oublie de dire que les provinces kurdes ressemblent assez grossièrement aux provinces arméniennes. Et donc là, il y a un problème, mais Wilson réglera le problème puisqu'il fera la carte. Donc la logique de Sykes-Picot, dit Sykes-Picot, était un héritage du XIXe siècle. Les Britanniques, je vous le rappelle, tenaient à mettre les Français le plus au nord possible pour faire un tampon avec la Russie tsariste. C'était encore le grand jeu. Ensuite, il y a eu 1917, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais il y avait eu en même temps que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes la prise de conscience par les Français et les Britanniques que le pétrole était indispensable pour faire la guerre. Et c'est pour ça que quand Clemenceau arrive au pouvoir en novembre 1917, dans son entourage, en particulier Tardieu, on parle de plus en plus d'une Syrie utile et non pas d'une grande Syrie. C'est-à-dire que Clemenceau
Il n'est pas très intéressé par les missions catholiques, les lieux saints, etc. Par contre, du pétrole, ça l'intéresse. C'est bien pour ça que lors du fameux entretien de Londres, Clemenceau a émis des réserves sur Mossoul. Les Français avaient bien, selon Sykes-Picot, le vilayet de Mossoul, mais ils n'avaient pas les concessions, puisque les concessions appartenaient à la Turkish Petroleum Company et que les Anglais avaient confisqué les parts allemandes de la Turkish Petroleum Company. Donc la stratégie française avait été d'ouvrir une négociation parallèle sur le pétrole qui était confiée du côté anglais à Walter Long, premier lord de l'Amirauté, et du côté français, c'était le sénateur Henri Béranger, qui était commissaire général aux essences et combustibles avec rang de ministre, ce qui montrait l'importance du dossier pour les Français. Je rappelle que c'était l'Amirauté britannique qui contrôlait l'Anglo-Persian Oil Company. Donc elle était directement intéressée à la gestion du pétrole. Et le 8 avril 1919, la France prenait la part allemande de la Turkish Petroleum Company et autoriserait le passage de 2 oléoducs de l'Irak à la Méditerranée sans imposer de redevance de passage sur les oléoducs. Donc, à partir du moment où les Britanniques avaient accepté le mandat français sur la Syrie et qu'on avait accepté le principe de continuité territoriale entre l'Irak et la Palestine, il était possible de revenir au principe de l'accord Long-Béranger et, curieusement, n'est-ce pas, le 25 avril 1920, le même jour, à San Remo, le même lieu, un nouvel accord avait été conclu par le Britannique John Cadman et le Français Philippe Berthelot, qui ensuite avait été signé par Lloyd George et Mitterrand. Cet accord prend en compte la question pétrolière sur un plan mondial. C'est le premier accord de partage pétrolier mondial, puisqu'il concerne la Roumanie, l'Asie mineure, les territoires de l'ancien empire russe, la Galicie, les colonies françaises, les colonies britanniques de la couronne, pas les dominions. En ce qui concerne la Mésopotamie, la France recevrait 25% de la production des champs pétroliers s'il s'agit d'une compagnie d'État ou 25% du capital s'il s'agit d'une compagnie privée, et la France accordera le passage sans redevance des 2 pipelines à travers les sphères d'influence françaises. Donc on reprend le cadre pour le Proche-Orient de l'accord Long-Béranger, mais maintenant c'est un accord mondial de partage des ressources pétrolières des 2 grands empires coloniaux de 1920. Alors maintenant, nous allons changer de géographie pour passer au Caucase. Et je vous dis, c'est très très compliqué. Alors, durant toute l'année 1918, les Britanniques ont craint l'expansion du Jihad Made Germany, utilisant les territoires de l'Empire russe en décomposition, d'où leur intervention militaire dans le Caucase. Et puis, de ce fait, les Britanniques s'étaient complètement emmêlés dans les affaires du Caucase, qui étaient extrêmement compliquées, puisque si à Paris, les Anglais soutiennent la thèse d'un État arménien, sur le terrain, les Anglais soutiennent plutôt la cause d'un État azéri dans le Caucase au détriment des Arméniens. Et puis dans les régions de peuplement mixte arméno-azéri, c'est-à-dire le Karabakh, le Zangezur, on avait des violences ethniques considérables entre Azéris et Arméniens. Et en plus, il y avait un conflit territorial
entre la Géorgie indépendante et l'Arménie indépendante. Il s'agit là de l'ancienne Arménie russe, puisque tout le Caucase est théoriquement indépendant, puisqu'avec la Révolution, tous les contacts ont été coupés avec la Russie bolchevique. Dans le Caucase du Nord, c'est la guerre civile russe entre les Blancs de Dénikine, alliés des Britanniques, et l'armée rouge. Alors, les Blancs veulent rétablir une autorité russe dans le Caucase, ce qui provoque le soulèvement des musulmans du Daghestan et de Tchétchénie. Donc, c'est le désordre à peu près absolu dans toutes ces régions. Dans ce cas, les Arméniens sont les alliés des Blancs et les Azéris sont les alliés des musulmans, qui sont par ailleurs soutenus par l'armée rouge. Essayez d'y comprendre quelque chose. Hein. Alors, c'est pour ça que pour essayer de se sortir de tout ça, les Britanniques ont proposé aux Américains de prendre le mandat sur l'Arménie. Mais les Américains, pas fous, avaient évidemment refusé. Et finalement, ce qui se passe, c'est que les kémalistes font l'alliance avec les forces rouges, avec les rouges, donc avec l'armée rouge, contre les États caucasiens en voie de formation. Le but des kémalistes était d'établir un corridor entre les régions tenues par les kémalistes et l'armée rouge, ce qui les oppose à la fois aux Arméniens chrétiens et aux Azéris pro-britanniques. Mais à la fin de 1919, l'armée blanche de Dénikine s'effondre. Les Blancs s'enfuient par la mer Noire vers Constantinople, je vous l'ai dit, l'arrivée des réfugiés russes à Constantinople. Alors, au début de 1920, les Britanniques tentent de coaliser les trois pays caucasiens, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, contre la progression de l'armée rouge, mais il n'est pas possible aux Britanniques, par manque de moyens, d'envoyer des forces conséquentes dans la région. Ce qui fait qu'en avril 1920, l'Azerbaïdjan s'effondre, Bakou repassant aux mains des Rouges, tandis que l'Arménie et la Géorgie tiennent encore, mais elles sont prises entre les forces rouges et les forces kémalistes. Mais il y a un moment de répit à ce moment-là, parce que l'essentiel de l'armée rouge est consacré en Pologne. C'est la tentative d'invasion de la Pologne par l'armée rouge au printemps 1920. Vous savez, il y avait la mission militaire française avec Weygand et de Gaulle pour encadrer l'armée polonaise face à la progression de l'armée rouge. Alors juste le commissaire politique qui tenait la région entre la mer Noire et la Pologne, c'était Staline. Hein. Alors il donnait des ordres qui étaient contradictoires aux ordres qui étaient donnés sur le front polonais, ce qui accroissait le désordre du côté des bolcheviks. Alors la question, c'est où passera la frontière entre la Turquie et la Russie. Lénine voudrait maintenir la frontière de 1914, mais les kémalistes sont plus rapides en lançant l'offensive contre l'Arménie, et donc ils vont réoccuper les territoires que les Ottomans avaient perdus en 1878, grâce à Dahan et Batum, et de ce fait, la jonction entre l'armée rouge et les forces kémalistes en 1921 fixera les frontières définitives entre la Turquie et les républiques de Géorgie et d'Arménie qui sont maintenant devenues sous le contrôle russe. Nakhitchevan sera autonome par rapport au sein de l'Azerbaïdjan et de la Djarie, musulmane, région de Batum, au sein de la Géorgie. D'où le paradoxe du traité de Kars du 13 octobre 1921 qui donne à la Turquie kémaliste un droit de contrôle sur les frontières intérieures de l'Union soviétique en formation. Puisque
que la Turquie devient garante de l'autonomie du Nakhitchevan et du Karabakh. Donc beaucoup des problèmes d'aujourd'hui dans les régions caucasiennes dérivent de la situation de 1921. Quant au pétrole de Bakou, qui est évidemment un enjeu essentiel, puisque Bakou était le deuxième lieu de production mondial après l'Amérique, il passe aux mains des Soviétiques, et donc toute l'Union soviétique va fonctionner pendant des décennies sur le pétrole de Bakou et de la Caspienne. Alors, en Asie centrale, on a eu une nouvelle variante du grand jeu. Durant toute l'année 1918, les Blancs et les Rouges s'étaient combattus en Asie centrale, les Rouges tenant le nord de l'Asie centrale et la capitale coloniale du Turkestan, Tashkent. Comme en fait ils étaient un îlot européen au sein d'une population musulmane, les Rouges se sont appuyés sur les prisonniers de guerre autrichiens qui avaient été relégués en Asie centrale par le régime tsariste. Et donc on avait promis aux Autrichiens qu'une fois que la situation serait réglée, ils pourraient rentrer dans leur pays. Tandis que les musulmans ont chassé les Russes de Boukhara. Ce qui fait que la République soviétique du Turkestan s'est trouvée isolée des autres territoires contrôlés par la Révolution. C'était devenu une enclave rouge dans un pays musulman qui avait chassé les colons russes. Alors, les Britanniques suivent ça avec inquiétude parce que les troupes britanniques sont juste à côté. Ils sont sur le bord de la Caspienne en Iran. Et il y a, comme dans le Caucase, une substitution d'ennemis puisque c'est plus la menace allemande comme en 1918, mais la menace bolchevique. Et du coup, les troupes britanniques vont faire des interventions militaires au sein de l'Asie centrale pour se défendre contre les Rouges. Tout ça, c'est à peu près, Corto Maltese, vous voyez, pour à peu près avoir une idée de ce qui se passe là-bas. Et donc, en Afghanistan, durant la guerre, les Anglo-Indiens avaient craint l'arrivée du Géant-Minette germanique qui conduirait à une invasion de l'Inde par les Afghans. Donc, ils avaient disposé un cordon de troupes en Iran pour isoler le pays et interdire l'arrivée des émissaires germano-ottomans. Et évidemment, à la fin de la guerre, l'Afghanistan, voulant montrer son indépendance, avait demandé à participer à la conférence de la paix à Paris, ce qui avait été refusé. Mais comme les Anglais sont occupés par l'agitation nationaliste en Inde avec l'affaire d'Arimsar, les Afghans lancent une attaque contre l'Inde britannique le 3 mai 1919. C'est ce qu'on appelle la Troisième Guerre anglo-afghane. Alors, Lénine a salué cette action anti-impérialiste de l'invasion afghane de l'Inde, mais les Pashtuns des régions tribales de l'Empire de l'Inde, des actuelles régions tribales du Pakistan, n'ont pas bougé. Et donc la tentative afghane de soulever les Pashtuns, qui sont frères, n'a pas marché. Et donc l'aviation britannique a fait merveille pour repousser l'invasion afghane. Et pour une fois, la seule fois dans l'histoire d'ailleurs, les Britanniques ont gagné une guerre anglo-afghane, mais il faut dire qu'ils avaient eu cette fois-ci l'intelligence de ne pas aller à Kaboul comme les deux fois précédentes. Donc finalement, le traité de Rawalpindi du 8 août 1919 sera ainsi considéré comme le fondement de l'indépendance de l'Afghanistan, puisque les Anglais reconnaissent formellement l'indépendance de l'Afghanistan par le traité. Là, il faut bien comprendre que le risque pour les Britanniques, à partir de ce moment-là, c'est de voir une collusion entre le bolchevisme et le pan-islamisme,
c'est-à-dire que le djihad made in Germany est en train de se transformer en djihad made in Moscou. Ce qui provoque de nouveau des inquiétudes du côté des puissances coloniales. Donc, en 1920, il faut bien comprendre pour les Britanniques qu'en gros, on a à la fois la menace russe comme au XIXe siècle, plus le djihad qui avait été inventé par les Allemands. Mais en fait, pour l'instant, les soviétiques, enfin les bolcheviks, parce que soviétiques, on dira ça un peu plus tard, mais à l'époque, on dit bolcheviks. Les bolcheviks sont surtout occupés à réprimer durement les velléités d'indépendance des musulmans de l'Empire russe. Donc, dans le Caucase, ils jouent entre Azéris et Arméniens pour faire basculer les uns ou les autres dans le régime. Alors, ce n'est qu'en septembre 1919 que l'armée rouge réussit à casser l'encerclement de Tachkent et de faire la jonction avec les positions des Rouges à Tachkent. Et la reconquête de l'Asie centrale sera terminée par la chute de Khiva en février 1920 et de Bukhara en septembre 1920. Et bien évidemment, les forces blanches et les musulmans révoltés se réfugieront en Perse, en Afghanistan et en Chine. La petite élite musulmane réformiste a rejoint le mouvement révolutionnaire dans le but de détruire le pouvoir des grands notables musulmans conservateurs. Elle a été ensuite rapidement éliminée par le pouvoir bolchevique. Il faut être clair, la révolution en Asie centrale a été essentiellement le fait des colons russes qui ont monopolisé le pouvoir. Et la résistance musulmane au retour de l'autorité russe va s'incarner par des bandes armées, les Basmachi, qui vont tenir les campagnes jusqu'au début des années 30 contre la domination russo-soviétique, qui seront définitivement limités, parce qu'en gros, les Russes mèneront une politique génocidaire en Asie centrale, enfin les Soviétiques. Alors, tout en restaurant les frontières orientales de la Russie, le pouvoir soviétique, ébranlé par les échecs révolutionnaires en Europe, tente de lancer un vaste mouvement de soulèvement des peuples dominés de l'Orient, selon la logique léniniste. En détruisant les empires coloniaux, on ruinerait l'économie capitaliste puisque l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme. L'internationale communiste, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque le Comintern, le troisième international, appelle donc à la réunion à Bakou d'un congrès des travailleurs et des paysans de Perse, Arménie et Turquie. Et le congrès de Bakou s'ouvre le 1er septembre 1920, réunissant près de 1900 délégués. L'appel a été élargi à l'ensemble de l'Orient, dont l'Inde et la Chine. Alors l'ensemble est assez pittoresque, avec une combinaison de phraséologie marxiste et d'appel à la prière pour les musulmans majoritaires au congrès de Bakou. Et on fait un appel à la fois au djihad et à l'union des prolétaires de tous les pays. Alors, pour les puissances coloniales, tout ça, ça apparaît comme un affrère-remake du djihad made in Germany. Mais assez rapidement, les aspirations musulmanes se montreront contraires à l'idéologie soviétique, même si certains leaders jeunes turcs en exil ont participé brièvement au mouvement avant de le combattre, comme Enver Pacha par exemple. L'échec dans le monde musulman ne doit pas cacher que la tentative de fusionner la volonté d'émancipation de la domination étrangère avec le mouvement communiste international trouvera, non pas dans le monde musulman, mais à l'extérieur du monde musulman, son prolongement victorieux en Chine et en Asie. C'est dans la suite du congrès de Bakou que vont naître les partis communistes chinois et indochinois qui auront la capacité, dans l'entre-deux-guerres et au-delà, de prendre la direction du mouvement national anticolonial. Mais dans le monde musulman, c'est un échec total.
Alors, il faut en finir avec une légende dorée de Lénine, défenseur des musulmans, dont certains ouvrages, dont certains encore sortis il y a quelques semaines, font la promotion. Inutile de vous dire que des centaines de milliers de musulmans ont été tués dans la guerre civile russe par l'armée rouge et que donc ce progressisme était strictement verbal. Mais bon, certaines gens ont encore du mal à comprendre que ce qu'on appelait les peuples minoritaires de l'Empire russe étaient majoritaires dans leur pays. Bon, à Londres, par contre, Lord Curzon a été chargé du Foreign Office. Curzon se considérait comme un grand spécialiste de la Perse. D'ailleurs, tout ce que Lénine savait de la Perse, c'était on a lu Curzon. Bon, ça c'est assez amusant à suivre. Alors, un des grands rêves de Curzon était d'établir une domination britannique de la Perse. Il travaillait depuis des décennies, et maintenant qu'il n'y a plus de Russes, l'affaire lui paraît réglée en achetant un certain nombre d'hommes politiques persans. On ferait passer un traité qui mettrait toute l'économie et toute la politique persane aux mains des Britanniques. Ce qui permettrait au passage aussi d'établir un cordon sanitaire autour de l'Union soviétique en formation. En effet, les soviétiques avaient plutôt bonne presse en Perse dans la mesure où ils avaient dénoncé tous les accords coloniaux et abandonné tous les intérêts russes qui existaient dans la Perse avant 1914. Alors, la convention anglo-persane du 9 août 1919 reprend les projets du XIXe siècle. La Grande-Bretagne doit fournir des experts à la charge de la Perse pour réformer l'administration et équiper une armée moderne. Un prêt de 2 millions de livres sterling gagé sur les douanes doit permettre le lancement d'un programme de mise en place d'infrastructures, en particulier ferroviaires. Ce projet, évidemment, est totalement impopulaire en Perse. Les autres puissances européennes l'apprécient peu, si je peux dire, puisqu'en gros, ça donne aussi le monopole des conseillers étrangers à la Grande-Bretagne en Perse. Les Persans ont essayé d'envoyer une délégation à la conférence de la paix, mais les Britanniques ont interdit qu'ils participent à la dite conférence. Donc, le gouvernement de Téhéran ne gouverne pratiquement plus que Téhéran à ce moment-là, mais obtient ce que les Britanniques peuvent difficilement refuser, c'est qu'une assemblée persane ratifie le traité. Parce que c'est la logique libérale, et les Anglais ne peuvent pas être vraiment contre. À la fin de 1919, comme on a pu le voir, les Russes blancs ont été complètement défaits, et donc une partie des Russes blancs se replient sur la Perse en passant par la Caspienne, et ils se réfugient sur le port d'Anzali. Et les bolcheviks revendiquent un droit de suite et débarquent à leur tour à Anzali, donc sur la côte persane de la Caspienne, le 18 mai 1920. Les Britanniques, étant en infériorité numérique, se retirent de la province de Gilan, et donc la discussion porte à Londres sur qu'est-ce qu'il faut faire. Curzon invoque ce qui deviendra célèbre au XXe siècle, la théorie des dominos. La perte de la Perse conduira à celle de la Mésopotamie et l'Inde sera en danger. Churchill, qui est maintenant ministre de la guerre, lui ne voit que le fait qu'une intervention militaire en Perse est contraire à l'objectif qu'il a, qui est de réduire les effectifs de l'armée britannique, puisqu'il faut réduire les dépenses. Donc lui, il est partisan d'une évacuation britannique de la Perse. Alors, les Britanniques commencent à préparer le terrain en disant qu'ils ne sont pas garants de l'intégrité territoriale de la Perse.
ce qui finalement réduit encore un peu plus leur popularité. Et les Russes proclament, enfin les bolcheviks proclament une république socialiste iranienne du Gilan. En fait, cette république du Gilan est tenue essentiellement par des communistes azéris, qui venaient de l'Azerbaïdjan ex-russe. Il n'est pas question de saisir la Société des Nations de l'entrée de l'armée rouge en Perse, parce que ce serait reconnaître par Londres l'indépendance de la Perse. Et donc, à ce moment-là, l'Azerbaïdjan iranien est pratiquement en dissidence par rapport au pouvoir central. Alors, le jeune Ahmed Shah, qui préférait vivre en Angleterre qu'à Téhéran, est quand même revenu dans son pays le 2 juin 1920 et s'entend avec les représentants britanniques pour mettre fin au gouvernement impopulaire qui a signé l'agrément. Et le nouveau gouvernement iranien refuse l'accord tant qu'il ne sera pas ratifié. Et surtout, il veut négocier avec Moscou l'évacuation de l'armée rouge contre un traité d'amitié. Mais en même temps, à la demande des Britanniques, les autorités religieuses chiites, persanes et irakiennes font une condamnation publique du bolchevisme comme contraire à l'islam. L'islam politique, c'est aussi une fabrication des puissances coloniales, il faut bien le comprendre. La brigade cosaque tente de chasser les rouges, mais ne réussit pas. Néanmoins, grâce aux cosaques, encadrés par des officiers russes blancs, le pouvoir de Téhéran réussit à reprendre le contrôle d'une grande partie de l'Azerbaïdjan. Cela dit, les Britanniques ne veulent plus des officiers russes blancs qui encadrent la brigade cosaque et ils sont chassés de la brigade cosaque en octobre 1920. Alors, il est clair maintenant que les Britanniques ne peuvent pas rester sur place parce que c'est un risque de guerre avec les bolcheviks et qu'ils n'ont pas les moyens militaires de se battre contre l'armée rouge en Iran. Donc l'évacuation est programmée. Et à Londres, Winston Churchill plaide sur un repli des Britanniques sur le sud de la Perse, c'est-à-dire la région du Golfe, en s'appuyant sur les forces tribales afin de protéger les intérêts pétroliers. Et comme Churchill le dit, il faut un gouvernement d'hommes forts, inspirant la crainte, et non de démocrates incapables de faire respecter leur autorité, que ce soit des gens corrompus et rapaces. Cela n'a pas d'importance. Et ça précède la formule américaine de la guerre froide qui est un peu du même genre. Il nous faut des salauds, mais nos salauds. Son of bitches, but oh, son of bitches. C'est à peu près la même formule chez Winston Churchill. Donc, les Britanniques ont cherché à installer à la place des officiers russes blancs, des officiers britanniques. Mais le gouvernement persan s'y oppose et finalement on a une solution de compromis qui est trouvée. On a trouvé un officier de la brigade cosaque issu du rang, Reza Khan, qui est un homme connu par son énergie et sa détermination. Il est issu d'un milieu relativement modeste. Il a rejoint la brigade cosaque à l'âge de 15 ans en 1893-94 et grâce à ses mérites, il a accédé au grade supérieur. Et le 21 février 1920, en liaison avec les Britanniques, Reza Khan fait un coup d'État à Téhéran avec la complicité d'une partie de la classe dirigeante. Et les Britanniques, officiellement, ne sont au courant de rien, mais enfin, ils sont satisfaits parce qu'avec Reza Khan, on a enfin un homme fort qui pourra mettre de l'ordre dans ce foutoir.
Vous avez compris que c'est Reza Shah, ce sera Reza Shah Pahlavi, le fondateur de la dernière dynastie iranienne et qui a bien accédé au pouvoir dans un coup d'État organisé en liaison avec les Britanniques. Alors, après les échecs de l'armée rouge en Pologne et dans le Caucase face aux kémalistes, la menace bolchevique paraît maintenant moins grave. Alors le paradoxe, c'est que la solution va être trouvée par le legs du précédent gouvernement persan d'avant le coup d'État, qui a obtenu un succès en quelque sorte posthume par la conclusion à Moscou du traité d'amitié russo-persan du 26 février 1921. Une nouvelle fois, la République socialiste soviétique fédérale reconnaît l'invalidation de tous les accords coloniaux conclus par la Russie tsariste et rétrocède tous les biens acquis par elle. Les deux parties s'entendent pour s'abstenir d'intervenir dans les affaires intérieures de l'autre, ce qui signifie l'interdiction de toute activité des Russes blancs en Perse. La Russie a le droit d'intervenir en Perse s'il existe une menace contre elle à partir des territoires persans de la part d'une puissance étrangère. Le traité est ainsi à la fois l'expression d'une relation nouvelle non coloniale entre une grande puissance et un État musulman et l'assurance d'une sécurité des frontières du nouvel État soviétique. Inversement, les soviétiques s'engagent à ne pas faire la révolution en Perse. On comprend bien que ça fonctionne dans les deux sens. Donc, la réelle politique l'a emporté sur le Jihad Menen Moscou du congrès de Bakou. Mais ce qu'il faut voir, ça c'est l'intelligence de la direction soviétique à ce moment-là, c'est que le traité est encadré par l'autre traité qui va se faire avec la Turquie kémaliste et un troisième avec l'Afghanistan, ce qui va assurer la sécurité de la frontière sud de l'Union soviétique durant toute l'entre-deux-guerres, puisque les trois traités garantissent qu'aucune activité hostile à l'Union soviétique ne sera entreprise dans les trois États musulmans qui bordent l'Union soviétique. Donc c'est une conclusion originale du grand jeu du XIXe siècle que cette neutralité, cette absence de conflit durant l'entre-deux-guerres fondée par les traités de 1921-22 entre l'Union soviétique et les trois États musulmans indépendants. Alors, il reste maintenant, pour cette après-guerre, à voir les deux grands épisodes traumatiques dont la mémoire est encore extrêmement forte un siècle après, ou même encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Donc, les deux grands événements traumatiques, c'est Sèvres et Maïsaloun. Alors, le traité de Sèvres, donc, ce sont les deux grands échecs, l'un pour le nationalisme turc et l'autre pour le nationalisme arabe. Le cauchemar, c'est la répétition de Sèvres-Maïsaloun pour le nationalisme turc et pour le nationalisme arabe. Donc, évidemment, les deux événements de 1920 sont entremêlés, mais pour les clartés de l'exposition, je les présente de façon séparée. Mais évidemment, tout se passe en même temps. À partir de février-mars 1920, Faisal s'est lancé dans une fuite en avant, comptant sur la création de faits accomplis et des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais à partir de mars 1920, comme Faisal désobéit, les Français et les Britanniques ont coupé les subsides financiers qui faisaient tenir le gouvernement arabe de Damas. Donc, en fait, Faisal contrôle sur le terrain de plus ou moins la situation. Il laisse faire plus qu'il organise les guérillas de bande contre les troupes françaises dans la Bekaa. Or, le problème vital pour la France, c'est d'arriver à assurer la communication entre les troupes françaises qui sont au Liban avec celles qui sont en Cilicie, ce qui implique de passer par la Syrie du Nord.
Après San Remo, Faysal et Gouraud. Rappelez, Gouraud, c'est un grand mutilé de la guerre. Il a perdu son bras dans la guerre. C'était évidemment le compagnon de Lyautey au Maroc. C'était celui qui commandait les troupes françaises aux Dardanelles, qui avait fait cet exploit complètement fou et absurde de passer en revue les tranchées françaises à cheval. Et les Turcs ont été tellement estomaqués qu'ils n'ont pas tiré. Et Gouraud patiente tout en préparant l'éventuelle action militaire décisive que son entourage. L'affaire, c'est d'abord d'obtenir des renforts de Paris, essentiellement des troupes coloniales, évidemment, et d'autre part, la non-intervention des Britanniques. Et donc, les Français obtiennent à la conférence interalliée de Boulogne, 21-22 juin 1920, que les Français obtiennent leur liberté totale d'action en Syrie sans intervention britannique. Donc maintenant, ils ont les feux verts britanniques. En échange, la France s'abstiendra scrupuleusement de toute intervention ou relation directe dans les mandats anglais. Donc, c'est un gentleman agreement. C'était nécessaire parce que les Palestiniens avaient contacté Gouraud pour lui demander s'il ne voulait pas faire une intervention militaire en Palestine. Et Gouraud était plutôt pour, mais Paris l'avait rappelé à l'ordre en disant quand même qu'il ne fallait pas exagérer. Mais les Anglais avaient une crainte de voir un soulèvement palestinien soutenu par l'armée française. Donc c'est pour ça qu'ils cèdent à Boulogne. Alors, les Britanniques tentent une nouvelle fois de porter au nord le plus possible la frontière de la Palestine, à Boulogne, donc ce que les Français ne veulent pas entendre parler. Mais les Anglais sont décidés à mettre fin à l'administration militaire de la Palestine et un nouveau commissaire, Sir Herbert Samuel, homme d'État d'origine juive, favorable au sionisme depuis longtemps, est nommé haut commissaire. Et donc la scène est connue, le 30 juin 1920, Herbert Samuel arrive à Jérusalem, mais le chef de l'administration militaire lui tend un reçu indiquant qu'il transmet à Herbert Samuel une Palestine complète. Et Samuel signe le reçu. Par contre, le 15 mai 1948, le successeur de Samuel n'aura plus qu'une Palestine en miettes. Alors, l'acte posthume de l'administration militaire britannique est le rapport sur les émeutes du Nami Moussa, qui sont un rapport tout à fait détaillé, mais dont la philosophie est exprimée par une citation française « Cet animal est très méchant, si on l'attaque, il se défend ». Donc ça marque bien le côté plutôt pro-palestinien de l'administration militaire qui a disparu. Le 24 juin, Allenby a signalé à Faysal que maintenant son interlocuteur c'était Samuel. Donc autrement dit, la Grande-Bretagne se désintéresse de la Syrie. Les Français concluent une nouvelle trêve en Cilicie avec les kévalistes, donc maintenant l'affaire est réglée. Et le 14 juillet 1920, Gouraud a les moyens d'agir pour forcer Faysal à se soumettre ou à se démettre. L'ultimatum français, comprenant l'acceptation du contrôle du chemin de fer et de l'occupation de la Syrie du Nord pour pouvoir accéder à la Cilicie, l'imposition du mandat français et le châtiment des coupables les plus gravement compromis par les actes d'hostilité contre nous. La réponse doit arriver avant le 18 juillet, puis ensuite le délai de grâce est prolongé de 24 heures. Faysal appelle au secours les Britanniques qui ne peuvent pas intervenir. Il a face à lui la plus grande armée du monde. En 1920, la plus grande armée du monde, c'est l'armée française, puisque l'armée allemande est hors jeu. Il n'y a plus d'armée britannique
parce qu'elle a été réduite. Et donc c'est la meilleure armée du monde, enfin la plus puissante, la plus moderne, car l'armée française de 1920 avait réussi une combinaison de gestion entre l'aviation et les blindés, qu'on aura oublié ensuite dans l'entre-deux-guerres. Gouraud est décidé à en finir. La confusion est au maximum. Les plus radicaux veulent se battre contre les Français, mais ils sont réprimés par les loyalistes. L'émeute fait près de 200 morts à Damas. Les troupes françaises continuent de progresser. Finalement, Faysal parle de trahison et appelle à la défense de la patrie. Et une défense improvisée est organisée à Ranme Saloun, à 25 km de Damas. Gouraud adresse maintenant un second ultimatum, beaucoup plus dur que le précédent, qui comprend l'occupation de Damas. Le 24 juillet, au matin, les Français lancent leur attaque sur Maïsaloun. Disposant de tanks, ils brisent le dispositif adverse. La retraite se transforme en déroute et l'aviation française bombardant les fuyards. Le 25 juillet, les forces françaises entrent à Damas. Donc, c'est la fin du royaume arabe. Le 27 juillet, Faysal et son entourage reçoivent l'ordre de quitter la ville. Faysal se rend en Palestine où Herbert Samuel lui accorde les honneurs dus à son rang, mais on lui interdit de rester en Palestine. On lui fait comprendre qu'il est exclu qu'il aille en Égypte. Donc, comme il ne veut pas rentrer au Hedjaz où son père serait très mécontent de lui, Faysal décide de partir pour l'Europe et il s'embarque le 1er août à Haïfa pour aller en Italie. Alors, l'échec du royaume arabe, comme on l'a vu, c'est un échec de moyens financiers, de mode d'organisation. Faysal, à 35 ans, a été projeté du Hedjaz sur la scène internationale. Il n'avait pas encore la culture politique nécessaire. Il a essayé de jouer les uns contre les autres, ce qui lui a valu finalement l'impression de donner un double jeu. Ce que on voit bien quand on compare les archives françaises et britanniques. La force du royaume arabe reposait surtout sur l'expression d'un nationalisme en train de se constituer en discours cohérent. Comme la révolte arabe dont il était issu, sa faiblesse était réelle. Mais en même temps, il exprimait l'avenir. L'entourage de Faysal à Damas constitue une large part d'une classe politique arabe qui allait s'installer au pouvoir jusqu'aux années 1950.